Alors bienvenue sur MAG. Aujourd'hui on a la chance d'être avec Mathieu Turi et Amir El Kassem, donc sur Gueule Noire, qu'on a eu l'occasion de voir au Festival de Strasbourg. Comment ça va messieurs? Bah ça va bien. Nickel, parfait. En forme, Belle pas trop soirée, belle fatigué? journée. Un Non. peu. À moi oui. Ça va, moi j'ai bien dormi. Légèrement. Alors j'ai pu voir le film hier, évidemment très Lovecraftien, hein, c'est certain, donc on en discutait hier dans la question-réponse du pas oser le dire moi, mais c'est évidemment très proche des montagnes hallucinées sur l'inspiration. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer, Mathieu, ce qui t'a conduit à aller vers Gueule Noire, donc quand même un film très sombre, on est dans les mines, etc. Qu'est-ce qui t'a conduit à mener ce projet? Alors deux choses, moi je suis un gros fan de Lovecraft. Et forcément je voulais raconter une histoire de Lovecraft, dans l'univers de Lovecraft, mais qui soit originale. Et très vite j'ai essayé d'ancrer ça dans un réalisme français. Donc j'ai essayé de trouver un petit peu qu'est-ce qui pourrait justifier de découvrir une civilisation inconnue sous terre. Et très vite, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de mélanger ça avec le côté historique des mineurs de fond, des mineurs de charbon. Puis je me suis dit, bon, bah, quelle est une des périodes les plus intéressantes dans ce milieu-là, c'est les années 50, pour deux raisons. La première, c'est le début de l'arrivée des... On allait chercher des gens en Afrique du Nord pour commencer à remettre un petit peu, on avait déjà eu l'immigration italienne, polonaise, et là il fallait des nouveaux bras, hein, faut le dire comme ça. Et aussi dans les années 50, on arrivait à la fin des gisements dits faciles, c'est-à-dire que ça commençait à être le déclin des mines. Donc c'était vraiment une période intéressante, narrativement parlant et cinématographiquement parlant. Et en fait, je trouvais que qui de mieux que des gens qui vont à 1000 mètres sous terre tous les jours pour découvrir une civilisation inconnue à la Lovecraft. Ça me semblait pas mal comme mélange. Du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur le milieu des mineurs de charbon. J'ai rencontré des familles de mineurs, des fils, petits-fils de mineurs. Tout de suite, ça a développé tout un univers. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc très cinématographique. Parce que là, on parle pas de la période germinale, là, on parle de vraiment la période des années 50. On est plus de 100 ans après. Notons peut-être juste pour les gens qui regardent cette vidéo qu'il y a une première partie assez brève, introductive, dans les années 1856 de mémoire. Ouais, t'as vraiment cette intro 1856 qui est un peu l'image qu'a tout le monde du mineur de fond avec sa pioche, voilà, torse nu, et qui va casser du charbon. Mais très vite, ensuite, on part 100 ans plus tard, et on arrive dans les années 50 où on a déjà le côté industriel et mécanique, puisque la plupart sont marteaux-piqueurs, on a les machines qui commencent à prendre le devant, les chevaux qui sont remplacés petit à petit par des machines, c'est un vrai, on en parle dans le film. Mais j'aime bien aussi le fait qu'on parle de gens qui sont à la croisée des deux mondes, en fait. Des gens comme le personnage joué par Samuel, qui a connu sûrement, non pas 1856, mais qui a connu cet avènement. C'est ce que pensent ses parents et peut-être son origine. Voilà, et en fait, voilà. Et donc en fait, tout ça qui est du non-dit dans le film, mais qui est en filigrane, je trouvais ça intéressant de mélanger tout ça avec Lovecraft, qui sont deux univers qui normalement n'ont rien à voir, et qui pourtant se marient très bien, en fait. Je suis moi-même issu de famille de mineurs, donc Super. je suis lorrain en fait au départ. D'accord. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle plutôt bien, le travail qu'il y a effectivement sous terre, de voir la rudesse de la vie, et évidemment l'omniprésence des immigrés. Et ce qui ressort dans le film, avec ton personnage Amir également, du coup, qui est d'origine arabe et qui vient travailler, qui veut absolument travailler là-bas, c'est que tu es avec énormément d'autres immigrés, portugais, italiens, etc. Est-ce que toi tu peux nous parler peut-être de ta préparation sur ce rôle et ce qui t'a conduit aussi à le choisir? Parce que c'est un rôle un peu particulier, c'est un film de genre, peut-être quelque chose auquel tu n'es pas forcément habitué au départ. Dans un premier temps, je l'ai pris comme un rôle tout simplement. Je ne me suis pas rajouté l'aspect film de genre parce que je n'avais aucune expérience. Quand Mathieu me contacte pour me parler du projet, il me le vend tout d'abord avec cet aspect social là, donc du début, et ensuite plus comme un film d'aventure, qui ensuite va devenir un film de genre, avec un monstre. Il utilise des termes simples parce qu'il sait que j'ai pas d'expérience du tout, même si je venais de faire la Révolution. J'ai interprété un personnage au sein de cette série, comme j'ai interprété un personnage dans Gueule Noire, c'est-à-dire que j'ai suivi une trajectoire qui était simple, c'est l'évolution d'un personnage qu'on voit partir de sa ville natale, de son pays, arriver en France, se retrouver à travailler, parce que c'est ce qu'il voulait, c'est pour ça qu'il voulait partir, on lui a proposé du travail, on lui a proposé de partir, il arrive ici, et ensuite, un événement fait qu'il va se retrouver, suite à un accident, un éboulement coincé, et de là arrive, je dirais, l'autre aspect de ce film,
c'est de là qu'on rentre dans le genre. On commence à comprendre qu'il y a, quelque chose qui ne va pas. Donc je l'ai travaillé de la même manière que n'importe quel autre film, que n'importe quel autre personnage, si ce n'est que je savais qu'il allait avoir quelque chose de plus compliqué, de plus dur, dans la mesure où les décors, étant des vrais décors, allaient avoir un poids sur nous. Donc ça, je ne pouvais pas le préparer. Je savais que tout allait se modifier, la façon de jouer se modifie, de toute façon tout se modifie, les sens, le fait d'être dans le noir, dans l'obscurité, dans une grotte, il y a des sens qui se déploient, d'autres beaucoup moins. Donc je me suis laissé la première semaine aller. J'étais guidé par Mathieu et par les autres camarades, et tout était en train de se paramétrer chez nous tous. Et je dirais qu'au bout de la deuxième semaine, c'est là où vraiment on a commencé à développer les choses, aller beaucoup plus loin. Là, il fallait dans un premier temps que je trouve un équilibre. Parce qu'encore une fois, aucune expérience, j'avais pas de référence. Là, tout ce qui a été cité hier, par exemple, lors de la première projection, il y a eu les échanges questions-réponses. Il y a beaucoup de références que je n'ai pas. Et je sais qu'au vu des questions qui ont été posées, c'était vraiment un univers très précis, très étudié, et les gens qui viennent sont des puristes. C'est des gens qui aiment ce genre-là. Et moi, tout ça, je ne pouvais pas l'avoir au départ. Donc, la meilleure manière pour moi de l'aborder, c'était de l'aborder comme le travail d'un autre personnage. Et de toute façon, je savais que Mathieu allait me guider tous les jours, et c'est ce qui se passait entre chaque séquence. Chaque fois qu'on changeait de séquence, j'avais Mathieu qui me rappelait là où on en était, qu'il fallait pas qu'on perde de vue tel aspect du personnage, dans le corps aussi, dans la manière de bouger, que ce soit quelqu'un de très retenu dans le début, qu'ensuite au fur et à mesure il commence un petit peu à oser prendre la parole, même physiquement un petit peu plus imposant, un petit peu plus présent à la caméra. Il y a les histoires de lumière aussi, parce qu'on s'éclairait mutuellement. Sans ça, on se voyait pas, il n'y avait pas de lumière installée, enfin très peu, et encore je sais même pas quand. Aussi, j'imagine, dans les grottes. Beaucoup, à 80-85% d'humidité permanente. Ce qui fait que quand quelqu'un tombait malade, il restait malade pendant 10 jours. Voilà, ça ne partait pas. Mais vraiment, hein, c'était... Et on était tous malades au final. Oui. Ouais, on est tous tombés malades, tous, et limite... Et... Il se murmure que tu étais torturé sur le tournage. Dit-on que tu as des problèmes d'épaule. Ah ouais, j'ai des problèmes d'épaule. Tu peux nous en parler parce que ça, je vais laisser Mathieu la raconter, parce qu'il la raconte mieux que moi. Je vais raconter cette histoire parce qu'il y a un point de vue qui est quand même assez drôle. En fait, ce qui se passe, c'est que Amir, en fait, fait une scène où il doit taper dans la planche, il tape dans une planche avec une hachette de façon hyper violente, et on est vraiment dans une espèce d'énergie folle. Et en fait, il se relève et il fait un faux mouvement et il se met à hurler. Mais quand je dis à hurler, il hurle et il sort du cadre. Donc on sait que c'est pas du jeu, on sait qu'il n'utilise pas une douleur réelle pour... Non, il est vraiment en détresse, il part. Et il se met à hurler. Tout le monde en panique, tout le monde se jette sur lui. Et il dit non, mais vous inquiétez pas. Mais il dit vous inquiétez pas tout en hurlant, donc c'est quand même bizarre. Et il finit par dire non, mais je vous explique après. Bon. Et là, il se remet, à la Mel Gibson dans L'Arme Fatale, hein, il se remet l'épaule en place. C'était carrément déboîté l'épaule. Hein. Et dit non, mais alors après il nous explique. Non, mais c'est normal, vous voyez, en fait, moi j'ai un truc, c'est qu'en fait j'ai cette épaule-là qui se disloque, j'en avais marre d'aller à l'hôpital, donc en fait j'ai demandé à ce qu'on m'explique comment la remettre, du coup je peux la remettre tout seul. Ça m'arrive que quand je fais certains mouvements, et en tournage, malheureusement, on contrôle pas ses émotions. Et Amir est quelqu'un de très instinctif, et se met pas de limite dans son jeu, donc en fait il est capable de, pour le bien du perso et tout, s'il est dedans, mais il va pas se retenir. Donc il va aller se taper contre un mur si la scène le demande et s'il sent que c'est... Voilà, quitte à se faire mal. Et donc en fait, la première fois que ça arrive, on était tous choqués. La seconde fois, on était choqués, mais on se dit, on va voir si... effectivement, il se remet son truc tout seul, ok. Puis la troisième fois, on se dit, ben voilà, il fait son truc. Puis c'est arrivé 5-6 fois pendant le tournage en sous-sol, et à la fin, on était là en mode... Amir s'est déboîté l'épaule, donc on attend. Non pas qu'il nous gonflait, mais la situation était particulière. Et redondant. Voilà. Et quand on est allé tourner au Maroc, c'était la fin du tournage, c'est ce qu'on a tourné en dernier. Et on arrive au Maroc, et à un moment, il doit monter dans une voiture, il doit monter dans la voiture. Avec ce comédien que j'adore aussi, Rachid, qui était donc dans la voiture avec lui, à l'arrière d'un espèce de pick-up. Et donc Amir grimpe très vite, tac, il y a là, tac, il monte, et il se déboîte l'épaule. Il fait un faux geste et il se déboîte l'épaule. Et là, nous, on est tous en mode... Bon, on prend notre portable, on attend. Et Rachid se dit, mais quelle bande de bâtards! Vous voyez pas qui... Et il hurle,
mais vous voyez pas qu'il vient de se déboîter l'épaule. Oui, mais non, on sait. Comment ça, vous savez? Mais vous êtes fou. Et lui qui est là, non, t'inquiète. Mais quoi, t'inquiète? Mais tu peux pas dire ça. C'est horrible. Rien, puis... Non, mais. Et nous, on commence à rigoler parce qu'on voit qu'il y a une situation très bizarre. Il se remet l'épaule, il explique, lui éclate de rire. Et il dit, mais moi je pensais que vous étiez tous des gros bâtards. Vous n'aviez rien à foutre de ce pauvre gars. Et en fait, ça a été vraiment... Mais c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Et bien sûr, il nous avait pas prévenu donc, la première fois. Donc c'était très choquant pour nous. Ouais. Mais effectivement, ouais, c'est le Mel Gibson français. Le Mel Gibson français. J'adore cette anecdote, vraiment. Et du coup, c'est ce qui m'a poussé après à entamer ce que je voulais jamais faire. Parce qu'en fait, c'est pas que ça se répare, mais en faisant un peu de sport, on muscle autour, on passe à autre chose. Et là, j'ai quasiment plus eu de problème depuis, parce que là c'était trop, je m'étais déboîté 4 ou 5 fois, mais ouais, c'est resté. Oui, il y avait un problème. Ouais, il y avait un problème. Souci, ouais. Et c'était resté. Et c'est une des anecdotes de ce film-là. Il y en a 2-3 autres plein, encore, mais mais celle-là, Sachant qu'il y a une scène assez casse-cou quand même dans le film, dans un puits, on va dire. Et j'avoue que moi je me suis dit sur le moment que vous l'aviez tourné en trichant, c'est-à-dire en mettant le puits à l'horizontale, c'est-à-dire comme un tuyau, alors que pas du tout, si j'ai bien compris, c'est bien un puits à la verticale. Alors il n'est pas à la verticale, Mais bien, il est en pente. En fait, on a joué un petit peu sur la perspective, il n'est pas à l'horizontale, il n'est pas à la verticale à 100%, il est posé sur une base. Mais du coup, ça permet d'avoir quand même cette impression de monter, tout en pouvant jouer quand même, parce que sinon c'était vraiment impossible. Et du coup, oui, Non, c'était quand même très 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 physique. N'en parlons pas pour un mec qui se déboîte la oui, justement, je pense. Et bizarrement, là, j'ai pas eu de... Non, soucis, c'est bizarrement. Non, c'est vrai. On a regardé la scène, je pense. Ouais. On le regarde. Si c'était déboîté la scène, ouais, je la regarde, moi je finissais la prise. Oui. Franchement, si elle sortait la douleur, elle m'aurait aidé. Oui, c'est sûr. Ça a été super. Vaut mieux s'en servir en fait, sinon c'est de la souffrance gratuite. Vaut mieux au moins rentrer la prise. On s'est fait mal, on va au bout. Et au moins c'est gardé. Et puis une fois qu'on entend couper, bon bah là on va se soigner, mais c'est toujours du plus. Quoi. Ceci dit, je tiens quand même à dire que ce qui nous a fait très très peur la première fois, c'est que je rappelle qu'Amir est en gros plan avec une hache en train de taper sur une planche avec ses doigts au bord. Et moi, tout ce que j'entends, c'est lui qui hurle, qui jette la hache et qui s'en va. Moi, ma première pensée, c'est qu'il vient de se couper un doigt. Ouais. Donc, mais bon, là, donc. En plus, sombre. Pas de lumière, c'est ça, en fait. Sur le coup, on voit rien. Qu'est-ce qu'il y a Moi, je trace tout droit dans le tunnel. Dis-toi que c'est très douloureux. Ouais. Je me suis jeté par terre et j'étais en train d'entamer le processus de remplaçage de bras. C'est un truc. C'est quelque chose. Ouais. Mais ça nous a bien servi. Tout a servi. Le décor était dur. Donc tout le monde était dans un état différent. La technique, au jeu, c'était pareil. C'est quand même autre chose que d'être face à des écrans verts permanents. Parce que c'est trop dur à rejouer ça. On est aussi sur un film, rappelons-le, donc bon, tu nous avais dit sans doute aussi qu'il n'y a pas un budget non plus illimité pour le film. Il y a un choix, moi par contre, que j'apprécie pour la créature, d'avoir recours à des animatroniques. Donc, par exemple, je suis de l'école de ceux qui pensent que Jurassic Park n'a rien à voir avec Jurassic World en termes d'effets spéciaux, parce qu'il y a un caractère vivant et organique qu'on ne retrouve pas. Et ces dernières années, dans le cinéma de genre, il y a eu Ego notamment, qui avait été primé à Gérardmer. Il y a eu d'autres films qui il a utilisé beaucoup de choses organiques, comme Mad God, etc. Et je voulais revenir sur cette créature, comment vous avez travaillé pour la créer, puisqu'elle me rappelle aussi, dans le monde du jeu vidéo récemment, il y avait un jeu que j'adore tout particulièrement qui s'appelle Scorn, par exemple, avec une créature très proche de Vinci, dans sa forme, un peu comme les plans de vivisection qu'on pouvait avoir. Et je voulais savoir comment vous avez travaillé sur cette bête que je trouve crédible. Alors, dès le départ, pour Mok'Norot, la créature, l'idée c'était d'avoir un design original. On fait pas beaucoup de films de monstres en France. Je voulais que ce soit un design particulier et pas un truc bêtement humanoïde classique. Très très vite, je me suis dirigé vers cette envie de faire, avant même d'avoir le design, d'avoir quelque chose en réel, de jouer sur le côté très années 80, 70-80 de les puppets et d'avoir de l'animatronique, d'avoir vraiment, même dans les défauts que ça peut avoir, ce côté un petit peu trop mécanique, qui moi me terrifie en fait dans des films comme The Thing, dans Alien, dans Predator, tous ces films qu'on aime et qui ont cette vibes très organique, très réaliste. Et pour tout ce qui était design, je me suis dit voilà, bon, nous on n'a pas trop de références en France là-dessus. En Europe, on va dire que les Espagnols sont très très forts pour ce design-là.
quand je dis espagnol, enfin mexicain, enfin voilà, Del Toro et compagnie. Il y a vraiment cette vibe-là. Je voulais quelque chose de différent, du coup, me détacher de ça. Et donc je suis allé voir du côté du Japon, où il y a un artiste qui s'appelle Keizuke Yoneyama, qui en fait avait fait un Cthulhu notamment incroyable, qui est loin des clichés, qui est pas dans le côté organique dégoulinant, mais un truc très sec, que je trouvais fantastique. Donc je me suis renseigné sur ce mec-là, et j'ai vu un design dedans qui s'appelle le Neo Paranoise, qui est cette espèce de créature, qui est très proche de 90% le même que ce qu'on a là, hein. Créature à 6 bras, le même design, très organique. On a juste changé des petits trucs au niveau du cou, etc. Et je lui ai dit, écoute, voilà, ce design-là, c'est ce que je rêverais pour le film. Est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce qu'on peut faire un contrat ensemble, etc. Donc il a voulu voir mes films, il a adoré, il m'a dit on y va. Franchement, j'ai envie, mon rêve, c'est de le voir en vrai. Donc il nous a donné l'autorisation d'utiliser ce design. Ce qui fait que quand je suis allé voir Jean-Christophe Spadaccini, avec qui j'avais déjà fait Hostile et Méandre, je lui ai dit, écoute, voilà, c'est différent d'habitude, on a un design, et maintenant il faut en faire une créature, et je veux pas que ce soit un mec dans un costume. Même si on a quelques plans qu'on a fait comme ça, parce qu'on n'avait pas le choix, notamment dans le tunnel, etc., des passages trop étroits pour avoir entièrement l'animatronique à l'intérieur. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas vraiment animatronique à 100%, parce qu'il y a les mains qui bougent, etc., mais il y a quand même 7 personnes derrière qui manipulent. Alors c'est des gens qu'on a effacés, hein, qui manipulent. On est vraiment sur le fonctionnement de la reine alien dans Aliens. Oui, complètement. On est vraiment sur cette logique-là aussi d'avoir voilà, la reine alien qui est un animatronique, mais qui a aussi des gens qui poussent un petit peu le... C'est ce qui me plaît beaucoup en fait avec les animatroniques, c'est qu'on oublie que le mouvement en fait c'est une succession de déséquilibres. Et c'est ce qui rend le mouvement crédible. Totalement. C'est ça, c'est-à-dire c'est pas... Et des fois je trouve que les CGI, les images de synthèse permanentes n'arrivent pas à retranscrire forcément ce mouvement naturel et devient des fois trop artificiel. Surtout sur des monstres. Oui. En fait, sur les effets spéciaux, alors attention, il y a des contre-exemples magnifiques, hein, mais le côté un peu archaïque et un peu abstrait des mouvements sur des monstres, ça donne un côté étrange. Si on regarde la reine alien dans Aliens, il y a plein de choses qu'elle fait qui sont pas logiques. Oui. Donc en fait, quand elle avance, normalement l'équilibre il devait être sur la droite, et puis en fait son bras il part de l'autre côté, sauf qu'en fait ça la rend complètement terrifiante parce qu'imprévisible. C'est la figure du monstre de toute manière. Totalement. Il doit rappeler l'homme. Exactement, mais voilà. Et donc nous c'est quelque chose qu'on voulait vraiment réussir à créer, et on a travaillé donc là-dessus pour avoir cette créature de 2,50 m de haut, à 6 bras, voilà, bon, ça spoil un peu ça. Mais, oui, après, ça fait partie aussi du charme. Il y a quelques petits plans, moi, j'aime beaucoup aussi les thèmes un peu façon Prométhée, Prométhéeus, enfin je veux dire sur la créature créateur. Oui, bien sûr. Qui est une idée qui marche toujours très bien. Bien sûr. Ça a été, ça mélange. C'est un truc qui fonctionnait bien d'ailleurs dans Prométhéeus. L'échange entre justement, créature-créateur, c'est un très bon terme. C'est un truc que j'aime beaucoup et qu'on a utilisé effectivement pour le personnage de Jean-Hugues Anglade et son rapport par rapport à ce dieu antique. Et un truc que j'aime beaucoup que disait Del Toro sur La forme de l'eau, où il disait c'est pas une créature, c'est un dieu. Ouais. Et en fait, ça explique beaucoup de choses, parce qu'en fait, dans son film, c'est une créature. Mais le fait de dire c'est un dieu, ça veut dire qu'on l'imagine tout de suite vénéré, peut-être quelque part en Amazonie, parce que en fait, il s'est beaucoup inspiré de Creature of the Black Lagoon, et en fait ça crée toute une imagerie en dehors du film, espèce de backstory de monstre. Un peu comme moi je dis toujours, c'est un peu comme un âge d'or qui semble révolu, où à une époque on pouvait justement avoir un culte envers cette créature, ce dieu. Ça. Et ce qui se retrouve dans ton film aussi, dans les films un peu contemporains de genre, c'est que finalement le créateur-créature devient n'est pas aucunement respecté par l'humain, qui finalement n'a absolument rien à faire de ses capacités divines, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et qui comprend pas du coup, qui comprend pas ce que ça implique. Qui comprend pas du tout ce que ça implique. Et il y a un petit plan aussi, décapitation façon God of War, mais ça m'a rappelé ça. Ouais. Je me suis demandé cette image, oui exactement, avec la tête qu'on met en avant, qu'on fait parler. Je me suis demandé, est-ce que tu sais d'où ça vient la première fois que ça a été fait, parce que j'ai pensé à God of War immédiatement, mais c'est très probablement une figure qui existe... En termes mythologiques, c'est Minerve, tu as tout de suite la Gorgone, et tu as énormément de représentations de la Gorgone, de la tête coupée, Jason. Oui, complètement. Ah mais oui, je suis bête, tout simplement. C'est vraiment, ça vient de là en fait, hein, ce truc. Moi je l'ai complètement récupéré de là, ce concept-là, mais qui a été réutilisé dans plein d'autres choses, et effectivement dans God of War,
Et God of War le prend de, je pense, Oui, mais complètement. de la mythologie complètement. grecque. Oui. Oui, mythologie grecque. Et, et du coup, non, c'est vraiment d'utiliser la tête pour Ouais, pétrifier les. Enfin, c'était fou Ouais. comme idée. Ouais, le film c'était- avec le c'était ketchup. génial. Ouais. Le ketchup, Ouais, quand ouais. il a tout, c'était pas On vraiment n'est du pas loin, ketchup. nous. Hein. Ah, On n'est bah, pas loin du ketchup. ah, c'était épais et tout, tu vois, Et je me rappelle, le voilà, semelle on s'est- faisait peur. Mais ça, pareil, c'est le genre de truc. Le cliché, ça aurait été de dire, bah en fait, on prend le vrai comédien, on lui met On du décapite. fond vert. Non, bah oui, alors ça, le cliché version Cannibal Holocaust. Non, mais sinon, de dire en fait, très facilement, eh ben en fait, on fera en fond vert le bas, on effacera le bas, et du coup, on a le vrai comédien. Non, moi je voulais un animatronique, une tête qui parle. Déjà parce que je voulais, bien fait, hein. je voulais C'est me marrer pas ça. avec c'est moi qui jouais avec pendant la prise. Donc, non, mais c'était pour avoir cette espèce, encore une fois, de style très 70-80 et de véracité en fait. C'est palpable en fait. C'est un truc que je voulais vraiment avec le film à tous les niveaux. La lumière, les décors, les comédiens. Je voulais que tout soit palpable dans le sens comment dire, métaphorique du terme, mais aussi oui, que ce soit là devant nos yeux en fait. Et Il y a de la chair, et ce qui est important aussi, c'est que la chair elle est omniprésente. On est sur comme je disais, encore une fois, un film où il y a la notion de créateur, et la chair est omniprésente, avec le cheval, etc., avec les blessures. Vraiment, on a toujours une vue vers l'intérieur de ces pauvres mineurs qui semblent parfaitement substituables d'ailleurs, presque, hein, dans le film. Ouais, complètement. Ça, c'est quand même assez important. Peut-être que je pourrais revenir, pour finir cette interview, sur une question quant à l'échange entre le jeu vidéo et le cinéma, puisqu'on est aussi un média qui est dédié au jeu vidéo et au cinéma. Est-ce que toi, tu considères que c'est une source d'inspiration, quelque chose aussi que tu intègres dans ton travail? Alors, je pense que ça se voit un peu, surtout si on regarde Méandre. Moi, je suis un gros gamer, mais j'aime tout ce qui est très narratif dans le jeu vidéo. On le voit pas là, hein, j'ai le tatouage de The Last of Us partout jusque-là. C'est un très bon choix. Je suis un très très gros fan de tout l'univers, de tout ce que peut amener le jeu vidéo. Je suis un très très gros fan d'Hideo Kojima, j'ai la chance d'échanger pas mal avec lui depuis que je fais des films, parce qu'on est rentré en contact et voilà. Donc j'ai des sources d'inspiration de jeux vidéo forcément un peu de partout, et ça se voit dans mes films, et même dans Gueule Noire, il y a ce côté déchiffrer pour les directions, revenir en arrière, réessayer la progression dans le jeu vidéo et ce qu'est aujourd'hui le jeu vidéo, qui devrait depuis longtemps l'être, mais qui est enfin considéré comme un art. Peut-être pas encore à sa juste valeur, mais clairement ça l'est. C'est forcément une source d'inspiration dans chacun de mes films. Dans Hostile, il y a pas mal de The Last of Us. Il y a même des easter eggs. Dans Hostile, par exemple, il y a un moment où il y a un flash télé, et tout l'habillage, c'est le même que dans The Last of Us. Ok. Mais quand je dis c'est le même, j'ai donné l'habillage de la scène de l'intro de The Last of Us, et j'ai dit au VFX, vous me faites le même habillage. Donc c'est le même. Un easter egg que personne ne verra jamais, mais c'était un petit détail voilà, pour asseoir l'influence, pour l'assumer jusqu'au bout. Dans Méandre, effectivement, il y a un peu de Kojima dans certains designs. C'est des die and retry, tous les die and retry, les From Software, etc. On a forcément toutes ces influences-là. Dans Gueule Noire, on peut parler un peu Skyrim, par exemple. Voilà, dès qu'on va dans un tombeau, dans une grotte, et qu'on découvre des squelettes, et bon, voilà, combien de fois dans Skyrim on se retrouve à ouvrir un tombeau et avoir une saloperie qui sort et à devoir le... Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Aussi parce que, comme on en discutait tout à l'heure aussi de Kojima, et le fait que on est sur typiquement un auteur, c'est vraiment une vision d'auteur dans le jeu vidéo, qui a su d'ailleurs vraiment, alors quitte, parfois que ça en devient presque une parodie, qu'on voit son nom partout, des fois il est un petit peu singé, mais quel artiste, entre guillemets. Là, il y a littéralement des acteurs qui se pressent pour aller dans ces jeux. Et donc on voit bien que là, on a peut-être atteint un stade où les deux médias entretiennent une relation qui est peut-être plus respectueuse qu'avant, parce que pendant longtemps, le jeu vidéo était considéré comme quelque chose de geek, etc., etc. Et de la même façon, à l'inverse, on réussit enfin à adapter les jeux vidéo comme ils doivent l'être, notamment en série. Je trouve qu'en série, on n'y est pas encore, parce qu'il y a des choses... mais on peut parler de The Witcher, de The Last of Us, on se rend compte qu'en fait, c'est pas... En fait, les gens qui font qui adaptent ces jeux vidéo, on sent un véritable amour pour le matériel de base.
n'était pas le cas avant, où en fait, quand on adaptait des jeux, c'était juste par pur intérêt mercantile de dire il y a une fanbase, on la prend, on l'utilise. Complètement. Donc je pense que c'est en train, des deux côtés, de créer des passerelles. Le jeu vidéo est supérieur au cinéma dans plein de domaines, dans l'interactivité, dans le temps de développement, etc. Et le cinéma a ses avantages aussi. Et je pense que c'est deux milieux qui ont compris qu'ils avaient tout intérêt à collaborer. The Last of Us récemment l'a montré, par exemple. Voilà, qui a un vrai succès, mais qui est destiné, moi je le pense sincèrement. Pas une série, bah ça y est, elle est sortie. Là, ils font la saison 2. Ouais. Ils sont à la saison 2. Ils écrivent la saison 2. Non, ils écrivent la saison 2. Ils viennent de reprendre l'écriture. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes The Last of Us, la série, elle est destinée aux gens qui n'ont pas joué au jeu. Et ça se sent. Tu sens qu'en fait, ils se disent... Donc ils ont fait ce travail-là. Bah en fait, t'es fan. Moi, je suis un fan du jeu, ultime. Et j'ai regardé la série, je trouvais ça super cool. Mais à part un épisode qui est brillant, le troisième, qui est complètement détaché du jeu et qui est fou, parce qu'il raconte un truc très fort, j'ai déjà vu ça dans le jeu. Ouais. On peut pas, c'est comme si, pour moi, c'était vraiment le personnage de Joël et puis la relation qu'il entretient avec cette jeune fille, c'est vraiment une relation un peu particulière parce que dans The Last of Us, on est typiquement dans un jeu où elle n'a pas eu d'enfance. Donc en gros, elle est confrontée à la violence par défaut. Donc c'est autant une adulte, une femme dans un corps d'ado en réalité. Et ça, c'est assez fort parce que ça se passe suite à un drame. Et en fait, on est projeté quasi 15-20 ans plus tard, et dans un monde où elle est née dans la violence, où là, il n'y a plus de contrat social, etc. Et c'est vrai que ce jeu The Last of Us est, à mon sens, sans doute, l'un des jeux les mieux écrits. Moi, j'ai pas trouvé ça galvaudé quand ils ont dit que c'était le Citizen Kane du jeu vidéo. Oui. C'est-à-dire que ça impose quelque chose en termes de jeu. Hein, c'est vrai. Et en fait, la série, moi, ce que j'ai apprécié dans la série, c'est que tu sens que c'est plus... Oh, il faut que les fans regardent la série. Non, les fans, on leur fera plaisir un petit peu. Mais en fait, on veut ouvrir aux gens qui ne connaissent pas ce jeu et qui y joueront sûrement jamais. Et c'est comme ça qu'il faut faire des adaptations, en fait. Tu adaptes pas pour les fans du jeu, parce que les fans du jeu, ils préféreront le jeu. Moi, le premier. Et en fait, c'est hyper cool d'ouvrir à ça, où, tu vois, moi, je veux dire, mes parents regardaient, tu vois. Ils ont adoré. Mais jamais ils joueront au jeu. Et c'est important, en fait, ce qui compte, c'est l'histoire. Et en fait, je trouve ça passionnant de pouvoir raconter cette histoire qui est magnifique à d'autres gens. Et pour moi, une adaptation d'un média à l'autre, ça doit être ça. Quand tu adaptes une BD, voilà, quand tu adaptes, tu vois, on dit la même phrase en même temps. Quand tu adaptes une BD, tu vois, moi je rêve de voir l'adaptation de La Horde du Contrevent. Bon, hein. C'est jugé comme inadaptable, mais comme était censé être inadaptable Le Seigneur des Anneaux. Et on sait les chefs-d'œuvre que ça a donné derrière aussi, tu vois. Mais il y a un truc à faire, tu vois. Et en fait, tu sais très bien que les fans du bouquin, non, c'est pas pour contenter les fans du bouquin qu'il faut adapter ce truc-là. C'est pour que cette histoire qui a passionné les gens qui l'ont lu puisse être transférée à des gens qui ne liront jamais ce livre. Et je trouve ça passionnant, en fait, dans l'adaptation. Quand ça c'est compris, bah, tu peux faire des trucs formidables. Et effectivement, que ce soit adapter une BD, moi j'ai la chance de bosser sur une adaptation de BD d'un côté et de jeux vidéo de l'autre. Et du coup, de voir comment tu peux raconter la même histoire d'une façon différente, comment tu peux étendre l'univers, le faire avec le respect des gens qui sont à la base. Parce que moi, dans les deux cas, j'ai les auteurs originaux avec moi pour essayer de... Tu vois, et de pas dire, tiens, j'adapte. Ben oui, parce que c'est hyper important, en fait. Je pense que chaque média doit comprendre sa propre grammaire. Exactement. Concrètement, la grammaire du jeu vidéo n'est pas la même que celle du cinéma, mais pourtant, l'un et l'autre peuvent emprunter dans le déroulement de certains films de genre. On voit maintenant aussi un côté parfois jeu vidéo, niveau qui s'enchaîne, etc. Vraiment avec des rituels, des grands moments, momentum. Mais de la même façon que il y a 20 ans, 30 ans, quand on regardait les grands films de genre, on sentait des inspirations. Le cinéaste qui allait parler de littérature, de peinture. Le jeu vidéo, pour nos générations, fait partie de notre culture. Complètement. Donc l'inspiration, elle est naturelle. On ne se pose pas en disant, tiens, je vais pomper tel truc ou m'inspirer tel truc. On a joué à des jeux, ils nous ont marqué, ils ont forgé une partie de ce que nous sommes. Donc on met de ça à l'intérieur de nos histoires et de ce qu'on fabrique en tant qu'artiste. Et donc en fait, de façon très simple, le jeu vidéo étant clairement un art et ayant des œuvres qui nous marquent de façon totalement inconsciente, on se retrouve à plonger dans nos films en y mettant un peu d'ADN, notamment de jeux vidéo. En fait. Puis tout en ayant de plus en plus des écoles qui se dessinent aussi, c'est-à-dire voilà, il y a l'école japonaise, il y a des jeux un peu plus américains, il y a des jeux indépendants suédois où on reconnaît un style Inside, Limbo, très épuré, très cru, très
serait presque Cronenberg dans l'esprit, quoi. Et le jeu vidéo indépendant, contrairement au cinéma, a vraiment trouvé parce que soutenu par les constructeurs, avec le cloud, avec le côté digital, a vraiment trouvé très très vite une manière d'exister dans l'industrie. C'est-à-dire, tu as des jeux vidéo indépendants aujourd'hui qui sortent de nulle part, de boîtes qui sont 10 et qui deviennent des succès. Là où le cinéma indépendant, bah, et ça a toujours été une espèce de galère pour exposer les films, et tu te retrouves avec 2 copies et machin. Alors que dans le jeu vidéo, il y a ce côté, bah voilà, on va vous mettre au devant de la scène, on va essayer, et après c'est la qualité qui parle, mais je trouve ça fantastique, le jeu vidéo beaucoup plus sain en termes à ce niveau-là. Après en termes d'industrie, le crunch, etc. On est dans un... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées pour le bien-être des gens qui travaillent dans le jeu vidéo. On sait que là, la grève qui se termine risque de glisser au niveau des acteurs sur le jeu vidéo. Ce qui serait bien. Ce qui serait bien, parce qu'il y a un vrai... Parce qu'il y a... remise en question des conditions de production. Parce qu'on est en train de vivre... On a été tellement vite, à tous les niveaux, cinéma, jeux vidéo, on a été tellement vite, on a produit tellement de grosses choses, etc., qu'on arrive à une bascule et à un équilibre nécessaire. Oui. Et donc tout ce qui est en train de se passer, ce sera bénéfique après, parce qu'il y a des gens qui se battent pour que ça le soit, notamment là ce qui s'est passé avec la grève des scénaristes. Et qui on a les mêmes réflexions dans les médias du jeu vidéo que du cinéma, notamment sur le sexisme, notamment sur les conditions de travail. Ben là, ça se pose aussi, et c'est très important. Oui. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets à venir, alors toi en tant que réalisateur et toi en tant qu'acteur? Tu veux commencer? Vas-y. Royal. C'est ça. Alors moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de projets qui ont été lancés entre Méandre et Gueule Noire. J'ai signé plusieurs longs métrages qui sont à des stades de développement différents. Il y a des choses très ambitieuses, d'autres qui sont plus dans ce que je fais déjà aujourd'hui, mais qui sont une extension. Ça un peu la phrase du mec qui veut pas trop en parler. Mais je peux juste dire qu'il y a des projets... moi je suis un gros passionné de Moyen-Âge, j'ai plusieurs projets. Un qui est l'adaptation d'une BD, l'autre qui est un scénario original que je suis en train d'écrire, plus l'adaptation, ça a été annoncé du jeu vidéo Plectel. Donc ça c'est un truc sur lequel je travaille depuis longtemps, et je sais qu'il y a... Je ne savais pas du tout ça. Tu savais pas? Ah non, du tout. Bah, tu connais le jeu forcément. Parce que Kevin Choteau, j'avais interviewé justement dans le cadre de Plectel. Oui, alors c'est une très très belle histoire, puisque j'ai rencontré Asso par l'intermédiaire d'Olivier de Rivière, qui a fait la musique et qui fait la musique de Gueule Noire. Donc tout ça se mélange. Alors on est pile dans l'illustration jeux vidéo cinéma. Ah bah complètement. Et non, je travaille là-dessus depuis longtemps. Je peux pas trop en dire parce qu'on est en train de faire un peu le tour des diffuseurs, et on a beaucoup de propositions, mais on veut être le plus fidèle possible au matériel d'origine et que ça reste français. Donc on se bat pour... je préfère que ça n'existe pas plutôt que ce soit pas fidèle. Et pour l'instant on est sur la très bonne voie pour que ça le soit. Mais voilà, c'est pas encore complètement... Voilà, on a déjà écrit beaucoup de choses dessus. On a travaillé avec Asobo énormément pour étendre cet univers. Et voilà, je peux pas en dire plus sur Plectel, mais en tout cas ça avance. Je sais qu'on me pose beaucoup la question sur Twitter. Alors, ça fait quand même presque... Ça fera 2 ans en mars que ça a été annoncé. Voilà. Et ce à quoi je leur réponds, regardez entre l'annonce de The Last of Us et la série, combien de temps il s'est passé, vous comprenez que la série c'est un autre univers, c'est très compliqué, et puis là on parle pas d'un petit budget. Tu dois être ravi, parce que toi qui aimes The Last of Us, comme tu le disais tout à l'heure, Plectel rappelle aussi sur certains... Bien sûr, on a un ADN commun, enfin voilà, donc c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, donc je peux pas en dire trop, mais ça avance, doucement, mais ça avance. Et après voilà, j'ai plein d'autres projets, certains de genre, d'autres un peu plus larges, un peu différents, mais toujours des trucs... voilà, il y aura des annonces dans pas trop longtemps, mais pour l'instant je peux pas trop en dire. À part que tu es dans le prochain jeu de Kojima, c'est ça? Ah, j'aimerais tellement. Il faudrait que j'aille là-bas, mais ce serait bien. Et Amir, toi de ton côté? En ce moment je tourne une série à Strasbourg d'ailleurs, elle s'appelle Face à Face, et je commence en février une autre série écrite par celui qui a écrit La Révolution, qui fait une série qui se passe dans les années 40, donc c'est filmé en noir et blanc, et c'est un peu à la Inglourious Bastard en fait. C'est une équipe de bras cassés de la DGSE qui sont recrutés pour aller plastiquer un sous-marin allemand. Okay. Et ça se passe pas comme ils avaient prévu. Voilà. Ça a l'air sympa. Ça. Ouais, ça a l'air sympa. Voilà. J'ai envie de voir ça. Une équipe un peu bancale pour aller pour une grosse mission kamikaze, suicide, service secret français en 40.
Bon, bah écoutez, très Ça a bien. l'air du rêve, ça. On va surveiller tous ces projets de près sur MAG, hein, de toute manière, puisqu'on se reverra très probablement au festival aussi. Bah merci messieurs. en Merci tout cas. à vous. Merci. Merci à vous. beaucoup. Et puis à bientôt sur MAG. Carrément. Allez, ciao. Salut. Ciao.